Bonjour à toutes et à tous. Cette chronique d'aujourd'hui s'inscrit naturellement dans le cadre de la série dédiée à la promotion de l'abstention, l'abstention à la toute prochaine élection présidentielle d'avril 2022, mais elle ouvre au sein de cette série une rubrique consacrée à l'analyse critique des programmes des candidats, des seuls 12 candidats déclarés éligibles par le Conseil constitutionnel. Je ne vais naturellement pas examiner par le menu toutes les mesures diverses et variées proposées par ces 12 fidèles représentants du système. Mesures rédigées en forme de promesses, mais promesses tout à fait non contraignantes d'ailleurs, puisque l'article 27 de la Constitution stipule que tout mandat impératif est nul, ce qui signifie en termes clairs que les élus de la République ne sont pas tenus par leurs engagements auprès de leurs électeurs, ce qu'a d'ailleurs fort bien intégré le président actuel, qui déclarait déjà en 2017 un programme ça ne sert à rien, ou plus exactement il disait on se fout des programmes. Alors, bon, nous l'avons déjà dit, mais on ne se lasse pas de le répéter. Lui non plus d'ailleurs ne s'en lasse pas, puisqu'il n'a toujours pas de réel programme pour cette élection de 2022. Alors, dans ces conditions, il ne servirait à rien de juger si telle ou telle mesure proposée par monsieur un tel ou par madame une telle est intéressante ou pas intéressante. Il vaudrait mieux d'ailleurs s'amuser à analyser la façon des uns et des autres, leur façon de parler ou de se présenter dans la boîte à images qui meuble les soirées de nos concitoyens. C'est pourquoi, et afin de me soustraire à des efforts inutiles, il m'est apparu plus productif d'analyser comment chaque membre de ce club des 12 se situait globalement par rapport aux trois grands thèmes sociétaux fondamentaux que sont la démocratie, le capitalisme et la croissance. L'objectif final de ce travail que j'entreprends, étant bien entendu, et que je vous propose, c'est de démontrer que, hormis des nuances de forme ou de détail, tous ces candidats sont sur une ligne identique, c'est-à-dire une ligne, pour ce qui concerne la démocratie, cette ligne, c'est la non-contestation d'un système oligocratique qui est fallacieusement dénommé démocratie. Pour ce qui concerne le capitalisme, cette ligne, c'est l'acceptation globale du système capitaliste. Et pour ce qui concerne la croissance, troisième thème, cette ligne, c'est la croyance indéfectible en la durabilité de la croissance. Donc, trois options fondamentalement partagées par ces 12 candidats, trois options qui définissent les fondements d'une société dont nous ne voulons plus, ce qui justifie donc notre position abstentionniste. Alors, démocratie, capitalisme, croissance. Comment allons-nous faire l'analyse critique du traitement de ces trois thèmes par nos 12 candidats? Concernant le premier thème, la démocratie, une remarque préliminaire s'impose en forme de question. Quelle pertinence y a-t-il à inscrire à son programme, comme le font la plupart des candidats, un thème intitulé démocratie? La démocratie n'est-elle pas une chose entendue, et même une chose réglée une fois pour toutes, et par la Constitution elle-même, qui énonce dans son article 1 « La France est une république démocratique », sans qu'elle juge d'ailleurs nécessaire d'y revenir plus loin dans d'autres articles, pour éventuellement préciser le sens, dans la mesure où, précisément, l'article 1er est impératif et ne souffre pas d'équivoque, la France est une démocratie. Alors dans ce cas, pourquoi la plupart de ces programmes présidentiels présentent-ils des mesures pour améliorer la démocratie? Comment peut-on améliorer quelque chose qui n'est pas défini autrement que comme une chose allant de soi?
Alors, bon, de notre côté, naturellement, nous n'avons aucun problème pour le faire, puisque nous considérons que la République française n'est pas une démocratie, contrairement à ce qu'affirme la Constitution, mais nous disons qu'elle est une oligocratie, c'est-à-dire qu'elle définit un mode d'exercice du pouvoir législatif par une minorité restreinte, alors que la démocratie, elle, définit un mode d'exercice du pouvoir législatif par le peuple, c'est-à-dire par la pluralité des citoyens. Donc nous n'avons aucun problème logique pour proposer des mesures destinées à installer la démocratie. Ce que nous faisons d'ailleurs dans notre programme pour une société de la vraie croissance, avec un projet de constitution en démocratie directe, c'est-à-dire en vraie démocratie. Alors, comment les candidats du système, eux, s'en sortent-ils pour nous présenter des mesures qu'ils qualifient de démocratiques, dans un système qui, par définition constitutionnelle, est déjà pleinement démocratique? Le système actuel ne serait-il donc pas vraiment démocratique? La Constitution serait-elle? Ou a-t-elle été bafouée? Alors si c'est le cas, par qui et depuis quand? Autant de questions pénibles qui restent naturellement sans réponse. Mais il ne faut pas rêver, nous ne trouverons dans aucun des programmes des 12 candidats du système, nous ne trouverons pas une dénonciation du régime légocratique et nous ne trouverons pas une volonté de le remplacer par un système réellement démocratique tel que nous venons de le définir. Non, parce que la trouvaille, leur trouvaille, c'est l'amélioration de la démocratie. Ou encore plus exactement, cette formule, aller vers plus de démocratie. La démocratie, par eux, étant alors considérée comme un simple ingrédient de la cuisine politique, un petit peu comme le sel ou le poivre dans la cuisine tout court, et dont l'instillation d'une pincée plus ou moins forte serait de nature à modifier en mieux ou en moins bien le goût final du potage. Mais, traduite en termes politiques, cette pincée, c'est quoi au juste? Eh bien, cette pincée, elle a un nom. Elle s'appelle Référendum d'initiative citoyenne, le RIC, dont j'ai déjà abondamment parlé dans ma chronique précédente, la chronique numéro 37, intitulée Abstention et démocratie directe, et que j'ai présenté comme n'étant rien de plus qu'un hochet agité par des simili-démocrates et destiné à amuser ou à abuser le peuple. Concrètement et juridiquement parlant, quel est donc, où se situe donc le lien entre la question démocratique et ce fameux RIC? Ce lien, eh bien, nous le trouvons dans l'article 3 de la Constitution de 1958, article 3 qui dit ceci: la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Alors, une interprétation textuelle et stricto sensu de cet article nous amènerait donc à la conclusion que la Constitution donne au peuple le pouvoir de déclencher un référendum à tout moment et sur le sujet de son choix. Mais il se trouve qu'on continue à la lecture de la Constitution. Nous apprenons notamment, à travers les articles 11 et les articles 89 et l'article 89, nous apprenons que seul le président de la République, le gouvernement ou le Parlement possèdent l'initiative de ce référendum, c'est-à-dire le pouvoir de le déclencher et de décider de la question ou des questions à poser. Dès lors, nous sommes en droit de nous demander s'il n'existe pas une contradiction entre le fait d'exercer la souveraineté nationale qui est la définition même du pouvoir suprême, et une contradiction entre exercer la souveraineté nationale et ne pas pouvoir déclencher ni même proposer le contenu d'un référendum. Et c'est donc la raison pour laquelle, conscient de cette ambiguïté rédactionnelle de la Constitution, et conscient également du souhait d'une grande majorité de citoyens de voir introduire un référendum concrétisant réellement la souveraineté du peuple,
Eh bien, bon nombre de partis de la démocratie représentative actuelle proposent, en des termes plus ou moins confus, plus ou moins précis, certains aménagements de l'article 3, dont naturellement aucun de ces aménagements ne saurait satisfaire les vrais démocrates, quand bien même l'ensemble de ces aménagements aléatoires serait affublé de la dénomination trompeuse de référendum d'initiative citoyenne ou de référendum d'initiative populaire ou même de référendum d'initiative partagée. Bref, qu'ils viennent de la droite ou qu'ils viennent de la gauche politicienne, ces propositions sont au mieux des jouets médiatiques, au pire, elles sont des mystifications démagogiques. Et la raison en est bien évidente. Parce que un véritable référendum d'initiative citoyenne pourrait, si le peuple le souhaitait, modifier entièrement les fondements du système représentatif ou même le remplacer, pourquoi pas, par un autre système. Et donc, du coup, il paraît tout à fait logique que l'intérêt de ceux qui vivent du système représentatif, et nous avons vu dans la chronique numéro 36 que les candidats sont tous des salariés en CDI du système, que leur intérêt soit d'empêcher toute possibilité que ce système soit remis en cause. Alors concernant maintenant le deuxième thème, le capitalisme. L'objectif de notre analyse sera de déterminer comment chaque candidat se positionne par rapport au capitalisme. S'il prétend le combattre, s'il prétend l'aménager ou l'adoucir ou même l'encadrer, comme le proposait sans rire une ex-future candidate, Madame Delphine Batho, sans se rendre compte que cette idée saugrenue de vouloir encadrer le capitalisme ne pouvait aboutir naturellement qu'à se faire encadrer par lui. Mais nous verrons également, pour chaque candidat soi-disant contempteur du capitalisme, la définition particulière qu'il en donnera, s'il en donne une. Car les arguments critiques du capitalisme ne peuvent être valablement examinés que si celui qui les formule y associe une définition précise de ce terme extrêmement polysémique dont le dictionnaire Larousse lui-même ne donne pas moins de 5 versions distinctes. Cette précaution nous permettra ainsi d'identifier rapidement ceux qui parlent du capitalisme sans dire de quoi ils parlent, ainsi que ceux qui se trompent sur ce dont ils parlent, sachant que la seule définition recevable du capitalisme, c'est celle-ci. Le capitalisme, c'est une construction juridique complexe qui rend possible un certain mode de faire-valoir économique, cette construction juridique prenant la forme d'un corpus législatif dense et contrôlé en termes de création, contrôlé en termes de modification et d'abrogation, contrôlé par un groupe restreint installé en tant qu'État et exerçant le pouvoir politique de façon oligocratique. Parallèlement, nous ne manquerons pas de pointer tous ceux qui n'en parlent même pas du capitalisme et qui, de ce fait, le considèrent comme faisant incontestablement et définitivement partie du paysage sociétal. Troisième thème, enfin, la croissance. Eh bien, comme pour le capitalisme, nous verrons qu'il y a ceux qui en parlent et ceux qui n'en parlent pas. Mais la croissance, comme nous le savons tous, c'est le moteur de notre civilisation industrielle depuis déjà près de 2 siècles, ou, si on préfère, depuis seulement 2 siècles. Seulement 2 siècles sur l'échelle des 3000 siècles de la vie de l'Homo sapiens, ou, si l'on veut être plus précis, 2 siècles sur l'échelle des 120 siècles de la vie de l'Homo post-néolithique. Alors, comment nos 12 candidats se positionnent-ils par rapport à la croissance? Sont-ils pour? Sont-ils contre?
Veulent-ils croître un petit peu, moyennement, beaucoup? Parlent-ils de décroissance? Et s'ils en parlent, de quelle décroissance parlent-ils? Qui doit décroître? Et où? Et comment? Et de combien faut-il décroître? Or, nous savons que la décroissance n'est pas une idéologie, ni une philosophie, ni encore moins une religion, mais que la décroissance est tout simplement une réalité. Une réalité prochaine, une évolution inéluctable, quoi qu'on fasse, liée à la simple application des lois de la physique dont la société industrielle a cru pouvoir s'affranchir. C'est une évolution dont la première phase est sans doute déjà amorcée, mais cette première phase n'est pas encore visible à l'œil nu. Nous savons également que la date de survenue de la phase visible de cette évolution inéluctable de décroissance dépendra d'un certain nombre de facteurs et que de ce fait elle ne peut pas être fixée avec précision. C'est pourquoi nous affirmons et nous répétons que la question qui doit être posée n'est pas tant de savoir s'il faut être pour ou contre la décroissance, mais c'est bien plutôt de savoir comment et sous quelle forme il va être possible de proposer un dispositif pour s'adapter au déclin inéluctable de notre système industriel, tout en évitant, ou pour éviter, en vue d'éviter l'effondrement. Malheureusement, nous verrons qu'aucun de ces 12 candidats ne se pose cette question, mais que tous, au contraire, croient fermement en la durabilité de la croissance et nient également qu'elle puisse nous conduire à une impasse. Raison de plus pour nous abstenir et pour ne voter pour aucun d'entre eux. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.